Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Kick Parade 139. Salut Swan. Salut Erwan, bonjour à toutes et à tous. Ça y est, on retrouve le format habituel. Ouais, les sites de sociofinancement se réveillent et nous avec, du coup. On repart sur un top 10. Enfin, on a vu que finalement, vous aviez été présent sur l'émission très light de la semaine dernière, donc merci. Vous avez été indulgents. On recommence pour l'année 2024 avec les 10 plus gros succès de jeux sur les sites de sociofinancement en nombre de contributeurs. Hein. C'est bien de le rappeler de temps en temps un peu le concept de l'émission pour ceux qui peut-être qui nous ont découvert. Et puis une sélection de nouveautés. Bah c'est parti. Let's go. Allez, 10e place, c'est Haunted Kobayashi Tower, 17 000 €, 952 contributeurs, c'est sur GameFound. On en a parlé la semaine dernière. C'est un jeu de cartes solo dans lequel vous allez interpréter une sorte de Bruce Willis. Oui, clairement, l'influence d'I-Hard est complètement assumée. Même dans le design, donc il va falloir sauver votre femme, aller sur le toit de l'immeuble, tuer les terroristes, vous équiper, vous diriger dans le labyrinthe de verre qu'est cette grande tour, ce grand gratte-ciel. Bon, sachant que c'est une gamme qui a déjà fait ses preuves par le passé, voilà, le matériel il est quand même plutôt modeste. L'objectif, voilà, c'est de faire des parties très rapides avec une forte rejouabilité. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils mettent en avant. Ouais. Bon, après, moi d'expérience, je sais que c'est le genre de jeu où on fait une dizaine de parties, puis au bout d'un moment, je pense qu'on en a quand même un peu fait le tour. Oui. Mais voilà, on est dans une gamme, donc j'imagine que chaque scénario doit être un peu différent. Je me demande si ils vont pas faire une espèce de multivers à la fin, avec une espèce de pouvoir comboter les différents produits de la gamme pour créer encore plus de rejouabilité. Ça pourrait être rigolo. Une espèce de Ils vont suivre Everything aussi, Everywhere All at Once, mais des jeux solo. Non, est-ce qu'ils vont suivre la saga Die-Hard? Est-ce que le prochain va se passer dans un aéroport, après à New York? Bon, moi j'ai Bon, je lâché pense qu'on après peut s'arrêter Die-Hard là. 3. Hein. Oui, c'est ça. Bon, il y a Je que pense les que, 3 voilà. premiers, puis les autres c'est vraiment de la merde. Et mais encore, le 2, je pourrais presque le retirer de l'équation. bon, peut-être, ouais. Bon, il y a le 1 et le 3. Bon, il y a ce Voilà. réalisé par John McTiernan, voilà. Exactement. En gros. Puriste. Bon, le 2, il est sympa, il est plaisant. Oui, oui. Alors, 9ème, on sait qu'on va finir par faire une émission de Cinoche. Hein. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, ça va être inévitable. Ah ouais. 9ème place, Silver Collector's Edition sur Kickstarter, 137 000 €, 1203 contributeurs, il reste 20 jours, donc c'est une très longue campagne pour ce petit jeu qui est un dérivé de Loup-Garou. En gros, il va falloir vous débarrasser des loups-garous de votre village. Donc là, c'est une gamme qui existe pareil hein, depuis un certain temps. Il y a pas mal de petites boîtes. C'est des petites boîtes, hein, donc c'est de la carte. Et donc là, ils nous sortent une nouvelle extension, donc des nouveaux personnages avec des nouveaux pouvoirs. Et vous avez une big box pour mettre toute votre collecte ainsi que vos petits tapis néoprène, parce qu'il y a des petits tapis néoprène. Donc c'est Bézier Games, on en a déjà parlé la semaine dernière, hein, on est dans la... Ouais, mais à noter quand même une petite modification, parce que comme vous le savez, l'année dernière, on va dire Bézier Games, ils avaient un petit peu envahi... on va dire de nombreuses émissions de Kick Parade, puisqu'en fait, bon, bah, c'est des jeux que les gens aiment et qu'ils ont envie de se reprocurer. Ils faisaient des campagnes qui étaient relativement longues, bon là c'est toujours le cas, mais qui étaient assez statiques. Là, ils ont quand même essayé de mettre en place, on va dire des stretch goals qui se débloquent automatiquement tous les jours en présentant du nouveau matériel, etc., etc. C'est pas ce qui se fait forcément de mieux, mais je trouve que déjà ça donne un peu de vie à la campagne par rapport à ce qu'on avait pu voir par le passé, et au moins ça donne envie de retourner sur la page, voir un petit peu qu'est-ce qui a été débloqué au fur et à mesure. Donc voilà, là il y a un playmat, il y a de nouvelles cartes qui viennent s'ajouter sur les différents jeux, etc. Puis là on voit que petit à petit il va y avoir de nouveaux rôles à pouvoir interpréter, puisque ça reste un jeu de rôle hein, à la base, et en fait bah voilà, on va voir là quelles vont être les nouvelles personnalités que nous allons pouvoir incarner au fur et à mesure du jeu. 8ème position, c'est le grand retour de Among Cultists. 73 000 €, 1485 contributeurs, longue campagne également, il est là pour quasiment un mois. Donc Among Cultists, c'était, il me semble que c'était l'année dernière, si je ne m'abuse. Oui, alors je suis allé vérifier parce que pour moi j'avais l'impression qu'en fait la campagne elle était assez récente. J'avais vraiment eu l'impression d'avoir vu le jeu genre dans les derniers mois. Et en fait je pense que j'ai perdu toute notion du temps, parce qu'en fait c'était fin janvier, début février 2023. Ah ouais. Donc en fait Il y a ça un fait quand même presque, enfin ça fait un an, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et donc du coup voilà. Pour moi ça faisait, enfin vraiment j'avais l'impression que c'était en novembre. C'est particulier parce que c'est vrai que j'ai eu un peu ce truc en disant mais on l'a pas déjà vu ce jeu très récemment. Donc
voilà, c'est l'espèce de Cluedo de version Lovecraft. Vous allez pouvoir jouer différents investigateurs, mais parmi vous, il y a des traîtres. Mais donc, du coup, voilà, vous allez avoir un tour de jeu vous allez devoir trouver des indices pour empêcher les cultistes de rappeler les grands anciens. Mais ça se passe dans une université. Hein. Voilà, c'est ça. Mais ils ont proposé là de nouvelles extensions. Ouais. Et donc, du coup, chaque extension vient rajouter surtout en fait du gameplay en plus. Donc, on a une première extension qui va plus présenter un nouveau lieu, le deuxième qui va vraiment s'accentuer sur un côté, en fait, un lieu qui va changer, puisque ça va se passer sur un bateau, donc il va y avoir des événements qui vont avoir une influence. Il y en a un autre qui va être plus basé sur un système de loot, où ça va être extrêmement important de vous équiper au fur et à mesure de la partie, etc. Donc l'idée, c'est d'apporter, à partir de ce concept-là, plusieurs variétés de gameplay, et donc du coup, après, en fait, vous choisissez avec quelle fonctionnalité vous avez envie de jouer. Moi, je trouve que c'est typiquement à ça que servent les extensions, surtout dans ce genre de jeu. Donc, à rajouter des options. Pourquoi pas. Voilà. Après, j'ai quand même l'impression que le jeu reste quand même relativement récent, et je me demande si c'était peut-être pas un peu prématuré de tout de suite partir sur les extensions. Écoute, le premier opus avait bien marché. Hein. Le premier opus avait bien marché, mais est-ce que les gens ont eu le temps d'y jouer? C'était surtout ça mon interrogation. Écoute, parce que février, ça veut dire qu'il a été livré. S'il a été livré, c'est sûr, il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont enchaîné vite. Ouais. Bon, apparemment, ça marche, hein, les gens sont contents. Et évidemment, il y a une big box. Évidemment. Normal, c'est bien d'ailleurs, quand tu commences à avoir beaucoup d'extensions, d'offrir une solution de rangement, plutôt que de collectionner les petites boîtes sur tes étagères. Ça devient un peu indispensable pour certaines gammes. 7ème place, Votes for Women, Second Printing. On l'a vu la semaine dernière dans notre petit top 5. Bon, il a baissé, hein, bien sûr. 143 000 €, 1748 contributeurs. C'est la dernière semaine pour ce jeu de prise de territoire démocratique, hein, comme on avait appelé ça, dans lequel vous allez soit essayer de faire accepter par le Congrès américain le vote de la gente féminine, soit de tout faire pour l'en empêcher. Donc c'est un jeu politique, historique, au design très sobre, qui reprend un petit peu l'esthétique de l'époque, même beaucoup. Faut savoir que les femmes ont pu voter aux États-Unis bien avant les Françaises. Nous, on est encore plus honteux là-dessus. La fierté là-dessus. Donc, pas trop d'actu, hein. La campagne est un peu... Ouais, c'est un petit peu dommage. Ça et le prix du jeu que je trouve quand même un peu poussif pour le matériel, même si je trouve que, on l'avait souligné la semaine dernière, hein, le matériel est très bien, le thème et la manière dont on éduque à travers un jeu, etc. Enfin, ce côté... didactique, hein. Pédaludique. Pédaludique, c'est ça. Voilà, pédaludique. Il n'y a pas de copyright sur le mot, vous pouvez le remployer désormais. Voilà, je trouve que c'est bien fait, mais enfin voilà, pour le prix demandé, je trouve que c'est un peu excessif. Un peu cher. Et effectivement, c'était une campagne faisait à mon sens assez amateur. Bon, même si on n'est pas sur des pionniers du genre, hein. D'ailleurs, c'est un peu leur marque de fabrique, hein, ce style de jeu avec cette esthétique, etc. Ouais. Mais c'est vrai que ça aurait mérité peut-être, surtout sur un tel sujet, d'ouvrir des FAQ, de donner de l'information, de commencer le travail pédagogique dès la campagne en fait. C'était typiquement le genre de campagne qui s'y prêtait. C'est un peu dommage. Bon, après, elle n'était pas très longue non plus. On passe à la 6ème place avec une nouveauté et une entrée, enfin une nouveauté oui et non, mais en tout cas une entrée. On va sur GameFound pour Masters of the Universe, the board game Clash for Eternia. Alors, je sais pas ce qui se passe avec les maîtres de l'univers, là. Je sais pas si les droits sont tombés il y a quelques années et tout le monde s'est précipité dessus, ou il y en a un qui a pris les droits de Masters of the Universe et tous les concurrents se sont dit « Ouais, c'est là, il faut le faire ». Parce qu'il y a quand même 3 jeux, hein, il me semble. Il y a un jeu d'escarmouche, purement de figurines. Il y a un jeu qui avait été fait par... j'ai joué d'ailleurs à SN, c'est Dungeon Laser qui l'a fait, je sais plus. Ouais, ok, une espèce de risque en fait. Et voilà, et là on est un petit peu, là c'est la version Cool Mini or Not de Masters of the Universe, qui est un peu entre les deux finalement. C'est une espèce de jeu d'escarmouche de figurines, mais un peu light, comme peut l'être un peu Zombicide d'ailleurs, hein, qui est une espèce d'hybride. Donc voilà. Clairement, on est sur du jeu habituel de Cool Mini or Not, hein. Là-dessus, il n'y a pas de grosses nouveautés. Si ce n'est, effectivement, l'arrivée de la VF. Voilà. Puisque de mémoire, je pense que tu parlais tout à l'heure des questions de droit, il y avait typiquement ce problème autour de cette licence, avec un jeu qui avait été développé uniquement pour le public français-européen, et puis un jeu uniquement pour les États-Unis, qui était le Cool Mini or Not, avec impossibilité de le récupérer en France. Et là, visiblement, ils ont réussi à se mettre d'accord sur les droits. Ça y est, si vous êtes fan des maîtres de l'univers, parce que peut-être qu'il y en a encore envie, hein, des gens qui aiment bien les maîtres de l'univers, je ne sais pas. Le jeu de figurines marche, hein. Le jeu d'escarmouche. Oui, après il est très bien d'ailleurs. Là, il est dispo en Europe.
Voilà, Ça y est. donc ça y est, vous Ouais, pouvez enfin. l'avoir. Et avec une VF, ce qui est exceptionnel chez Cool Mini or Not. C'est vrai aussi. C'est à noter quand même. Donc c'est strictement la même campagne que celle qui avait été faite pour les États-Unis, à l'exception près qu'il y a, je crois, deux nouvelles figurines. Et il y a les errata, parce qu'il y avait eu des erreurs sur les cartes sur la première version. Donc là, on a la version corrigée. D'ailleurs, ils ont quand même un peu pensé à leurs contributeurs américains. Ils ont indiqué qu'ils allaient envoyer gratuitement les errata voilà, pour les contributeurs américains. Par contre, les petites nouveautés, les deux nouveaux personnages, ça, il faudra évidemment qu'ils les payent. C'est du add-on. Bon, nous, je me rappelle qu'on avait... Bon, voilà, on n'avait pas flashé sur le jeu. Je trouve qu'il est un peu bizarre. Enfin, le design est un peu bizarre. Pas très fan des décors. Et puis typiquement, voilà, moi je trouve que c'est un jeu, si t'es pas fan de la licence, ça te donne pas spécialement envie de t'y intéresser. Parce que des fois, on peut aller sur des jeux où on connaît mal la licence ou assez peu et que tu dis, ah bah finalement, le jeu, le gameplay me donne envie de passer sur, par-dessus ce truc-là. Là, j'avoue que moi qui n'ai pas du tout grandi avec les maîtres de l'univers, qui a un peu tendance à trouver ça has-been, c'est un avis tout à fait personnel, hein, vous avez le droit de pas être d'accord. Moi, je trouve ça un peu has-been, et c'est vrai que voilà, la campagne m'intéresse pas outre mesure, le gameplay me semble pas non plus suffisamment intéressant pour dépasser mes préjugés. Mais bon, après c'est bien que ce genre de campagne existe pour ceux qui aiment cette licence. Ça, moi, je trouve ça curieux. Moi, j'ai grandi avec les maîtres de l'univers. Hein. Alors, typiquement, ça fait partie d'icônes de pop culture qui a marqué ma jeunesse. Hein. Parce qu'il y en avait partout, hein. Il y avait des jouets, il y avait la série, enfin c'était vraiment un gros truc à l'époque. Hein. Mais je trouve que l'univers est vraiment très très spécial, quoi. Je veux dire, on est entre une espèce de look de catcher et de look très années 80 un peu fluo, et je suis vraiment étonné que ça refasse surface en fait, parce que c'est tellement typique et typé des années 80, c'est tellement what the fuck finalement, que je trouve ça étonnant qu'il y ait autant de produits ludiques qui sortent à partir de cet univers, parce qu'il est vraiment atypique, et comme tu le dis, tu peux le dire, oui, has-been quelque part. Donc c'est... Mais bon, ça marche, hein, les jeux Masters of the Universe marchent. Donc voilà, il y a certainement un intérêt pour ce... Alors je sais pas si c'est de la nostalgie ou c'est des nouvelles générations qui découvrent le truc et ils trouvent ça tellement original, justement, dans le côté kitsch, que finalement ça en devient quelque chose d'attirant. Je ne sais pas. Dites-nous d'ailleurs, hein, si vous êtes jeune, comme Swan, et que vous n'avez pas connu les maîtres de l'univers et que vous jouez à un des jeux des maîtres de l'univers, dites-nous ce qui vous intéresse dans cet univers, justement. Moi, je regrette juste qu'ils aient pas fait la figurine de Dolph Lundgren. Bah ça, c'est l'adaptation au cinéma. Ouais, une petite extension basée sur le film. Qui était bien kitschos. Enfin, Dolph était bien, hein. C'était le choix parfait à l'époque. Ah oui, c'était le choix parfait. Mais bon, c'était la Canon qui était pas le meilleur choix. Ça, c'était une production Canon. Bon, voilà quoi. Bon, bref. Donc voilà. Bon, c'est du Cool Mini or Not. Vous avez plein d'add-ons, évidemment. Vous avez du terrain en plastique. Vous avez même l'option d'avoir le château de Skeletor, qui est énorme, hein, qui est une espèce de porn plastique. Ce qui est étonnant aussi. Enfin, ce qui est étonnant. Non, c'est pas étonnant parce que c'est explicable, mais Cool Mini or Not est sur GameFound. Ça, c'est quand même à noter. Je pense parce que c'est un reprint finalement. Hein. C'est pas un nouveau jeu. Alors peut-être que Kickstarter n'accepte pas toujours. Je sais qu'il y a des chartes sur Kickstarter qu'il faut proposer quelque chose de nouveau pour refaire un projet. Tu peux pas refaire un projet une deuxième fois. Bon, pourtant on voit bien des reprints sur Kickstarter. Donc voilà. Donc là ils ont décidé de le faire sur GameFound. Il y a sûrement des raisons, mais je crois que de mémoire, bon je me trompe peut-être, vous me direz, mais il me semble que c'est la première fois que Mini or Not est sur GameFound. Je crois. Bon, en tout cas, ça arrive. Vraiment, c'est exceptionnel. C'est relativement rare. C'est vrai que c'est un peu... eux, ils sont chez eux sur Kickstarter, mais... C'est un peu les restats de Kickstarter. On verra s'ils passent définitivement sur GameFound, hein, parce que si Kickstarter part Mini or Not, c'est chaud. Hein. Ah, il y avait peut-être eu DC's, tu sais, leur précédent jeu, là, le truc sur super-héros DC, je crois que c'était sur Cool Mini or Not aussi. Ah ouais, c'est enfin, sur GameFound aussi, il me semble que c'est leur deuxième campagne. Ouais. Mais il me semble que c'est parce qu'il y avait eu un truc sur Kickstarter, non, où quand tu avais un nombre de projets non livrés, tu pouvais pas relancer de nouvelles campagnes. Et c'est vrai que à Cool Mini or Not, comme ils sortent un nouveau projet tous les 3 mois, forcément, on va dire les projets non livrés commencent à s'accumuler un peu, donc peut-être qu'ils ont ce blocage côté Kickstarter. Allez, on passe à la suite. 5e position, c'est également une nouveauté et c'est également une entrée et c'est un petit jeu solo, il cartonne. Ça s'appelle Spire's End, Ran Gitaki.
je sais pas si je le dis bien, mais bon. 108 000 euros, 2328 contributeurs, il est là pour un mois, c'est reparti pour les tunnels de campagne, on va s'amuser, on va parler des jeux 5 fois de suite, et c'est purement du solo, jeu de cartes. Oui, ouais, bah c'était un peu, on va dire cet éditeur et ce créateur, c'est un peu maintenant leur nouvelle marque de fabrique. Cette idée de faire un petit jeu basé sur un plateau avec des cartes, et puis en fait vous avez un scénario qui va se développer aussi avec des cartes format tarot. Vous allez devoir faire des choix, et en fonction des choix qui vont être faits, bah en fait sur le plateau de jeu vont apparaître des cartes différentes. Écoute, ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Je trouve que ça a l'air de s'installer rapidement, ça a l'air d'être suffisamment rapide pour ne pas te prendre toute la soirée, tout en ayant un minimum de subtilité dans le gameplay. Une rejouabilité forcément avec les choix qu'on va faire. Après, il ne faut pas s'attendre non plus à un jeu qui va être exceptionnellement long. Hein. Je pense qu'en quelques parties, on a un petit peu fait le tour. Mais voilà, il y a différents scénarios à débloquer au fur et à mesure de la campagne. Moi, j'aime beaucoup le design des personnages. Moi aussi. Et l'ambiance générale, super beau. Ça marche trop bien, quoi. Surtout toi qui aimes bien un peu ces univers un peu fin préhistoire, etc. J'ai pensé à toi, tu vois. Ouais, moi j'aime beaucoup, et ça fait très bande dessinée. Très original. Donc voilà, je sais que bon, ils font pas énormément de stretch goals, mais là ils ont débloqué une nouvelle carte, et puis la prochaine c'est carrément ils débloquent une nouvelle campagne. Donc voilà, parce que ça va jouer sous le format de petits scénarios avec un deck de cartes spécifique à chaque fois. Je crois pas qu'il y ait de VF. Non, il n'y a pas de VF, je confirme. Ce qui est dommage, parce que pour le coup, ça aurait pu fonctionner. Puis voilà, moi c'est typiquement ce que j'attends d'un jeu solo, quoi. Ça s'installe rapidement, ça te fait voyager 1 heure ou deux, et puis voilà, après on peut enchaîner sur un jeu plus exigeant. 4e place, c'est Explorers of Navoria, qui a perdu un petit peu. Normal, hein, ça y est, ça recommence, les gros trucs. 136 000 euros, 2356 contributeurs, et il a encore 20 jours. Bon, pour résumer, vous êtes dans un monde un petit peu fantastique, enfin même carrément fantastique, un petit peu au look Roots. Si vous connaissez le jeu Roots, dans lequel vous allez explorer un nouveau monde, enfin un nouveau continent qui vient d'être découvert. Donc vous allez envoyer des explorateurs, construire des avant-postes, mais il faut aussi gérer tout le côté ressources dans votre pays d'origine, vos villes d'origine. Donc il y a un petit aller-retour entre ancien monde et nouveau monde. C'est tout cela baignant dans on va dire, un look pastel, qui est plutôt agréable d'ailleurs. Hein. Parce que bon, le colonialisme c'est plus beau avec des jolies couleurs. Ah mais je crois qu'il y a, enfin il faut vérifier, mais je crois que c'est un continent vide de civilisation. Hein. Oui. Il me semble. Hein. C'est de la nature, pure et dure. Donc voilà, donc le jeu marche bien, c'est du jeu de placement d'ouvriers, hein, avec des petites spécificités. Vous allez mettre des jetons pour faire des actions, ces jetons vous servir aussi d'ouvriers pour la phase d'après, donc il y a des petites mécaniques un petit peu originales. Bah, d'ailleurs c'est un peu l'originalité, hein, on va dire de ce gameplay en 2 temps, parce que en fait les choix que vous allez faire vont peut-être potentiellement pouvoir servir à vos adversaires au tour d'après. Donc des fois ça vaut peut-être le coup d'être moins ambitieux sur un premier tour, mais de façon à ne pas offrir la victoire ou des points faciles aux autres joueurs autour du plateau. Et je trouve que cette réflexion en 2 temps pousse à... Enfin, je trouve que c'est ce qui crée un peu l'originalité. Encore une fois, ça réinvente pas la roue, hein, c'est pas ça. Mais je trouve que c'est ce qui donne une dimension dynamique autre, en fait, dans la proposition du jeu. On va passer aux nouveautés avant de découvrir les 3 premiers de la semaine. Un petit peu de nouveautés, hein, évidemment on n'a pas tout pris. Allez, on va commencer par du cyberpunk. Ah, ça nous manquait, les néons roses, les samouraïs bioniques, les hackers. Il n'y a pas trop les samouraïs bioniques. Il n'y a pas trop les samouraïs bioniques. C'est le seul cliché qu'ils n'ont pas coché. Donc ça s'appelle Metro Runner. Il en est déjà à 853 contributeurs, donc il est vraiment au pied du top 10 celui-là. Il est là pour une grosse quinzaine de jours. Donc jeu compétitif qui se passe dans une mégalopole du futur. Vous êtes des hackers, vous travaillez pour des corporations, vous allez prendre des contrats, il va falloir se balader, ce qu'ils appellent en métro, mais bon, c'est une espèce de plateau de placement d'ouvriers, d'action, hein. Mais bon, voilà, c'est une espèce de métro pour faire métropole du futur.
Et voilà, vous avez des objectifs personnels, vous prenez des jobs, vous allez hacker des ordinateurs et vous faites monter votre. C'est quoi? Ah, c'est une C'est de la sorte de réputation réputation, en fait. Oui, c'est ça, Voilà. faut être le meilleur et puis mettre des freins dans mettre des bâtons dans les roues des corporations, pour lesquelles travaillent les autres runners. Donc, voilà, on est typiquement dans les thèmes habituels, hein, du cyberpunk, Ah hein. bah Vous là, on qui y suivez est, hein. l'émission, vous savez que c'est un peu ce que nous on regrette par rapport à ce genre-là, parce que c'est un genre qu'on aime beaucoup, mais on trouve on a un petit peu du mal à sortir en fait de ces codes vraiment extrêmement ancrés depuis quelques années, ce qui est un petit peu dommage à notre sens. Après, pour le coup, je trouve que pour ce genre de petits jeux, c'est pas non plus une énorme boîte, ils ont pas eu énormément de budget, enfin voilà, donc je trouve que ça reste acceptable. C'est pas, encore une fois, si vous êtes en manque de cet univers, ça fera très bien le job, Il y a tous les mais codes. ça manque. Voilà, mais voilà, ça manque peut-être d'une identité, hein, peut-être un peu plus marquée, ce Ouais, qui est ouais. dommage. Il y a tous les codes, donc quelque part un peu tous les clichés, hein. Des fois ça va de pair. Mais en tout cas, ça a l'air de faire le job. Hein. Voilà, si tu aimes le cyberpunk, on va dire, très codifié, il y a tout ce qu'il faut. Et puis voilà, le jeu est pas trop énorme. Ok, donc Metro Runner. Deuxième nouveauté, toujours sur Kickstarter, c'est Fate, Defenders of Grimheim, pardon. 54 000 euros, 602 contributeurs. Ça s'est un peu réveillé parce que ça a vraiment eu du mal à démarrer. Et pourtant, ce sont les créateurs de Terraforming Mars. Hein. C'est Freaks Games. Et cette boîte n'a jamais réussi à retrouver le succès Terraforming Mars. C'est incroyable. Hein. Ouais. Ils ont créé l'un des jeux les plus puissants et populaires, hein, dans la gamme jeux experts bien sûr, de ces 10 dernières années, on peut le dire. Hein. Et toutes leurs campagnes suivantes, c'est pas des catastrophes, mais c'est voilà, c'est un peu mou, hein, ça passe un peu inaperçu, ils vivotent. Ils ont leur vache à lait qui est Terraforming Mars, d'ailleurs qui commence un peu à de moins en moins donner de lait parce qu'ils ont tout fait, hein, ils ont fait le jeu de dés, on en a parlé la dernière fois. Hein. Ils avaient fait une campagne. Voilà, donc ils n'arrivent pas à retrouver le succès de Terraforming Mars. Bon, après, là, on est dans du Defense Tower, enfin, même on peut dire du Village, du Defense Village, dans le monde des Vikings. Donc, bon, voilà, on n'est pas dans une originalité incroyable. Bon, toi, t'étais pas tout à fait d'accord. Hein. En fait, ce que je trouve qu'il y a des gros. En fait, le problème, c'est comme dans toutes les campagnes, et Terraforming Mars comprise, en fait, t'as d'énormes qualités, je trouve, et d'énormes défauts. Et le problème aussi avec les jeux donc, de Freaks Games, c'est qu'en fait, les défauts, c'est les mêmes depuis le premier jour, en fait. C'est un modèle économique à base de trucs promo que tu vas pouvoir obtenir que à des moments spécifiques, etc. Enfin, bon, voilà, c'est ce qui, je trouve, relativement frustrant. Et autant ça peut marcher sur des jeux maintenant comme Terraforming Mars qui sont quand même bien ancrés dans le paysage vidéo, ludique. Mais là, voilà, les mecs ils sont déjà en train de nous vendre des promo cartes pour un jeu qui a pas encore fait ses preuves. Et c'est surtout, il y a un gros problème de design en fait. Donc le problème aussi de Freaks Games, c'est qu'ils travaillent en famille. Ouais. Là, on le voit, ils ont travaillé avec des amis à eux, frère et une sœur, je crois, hein, qui ont fait le design des personnages, des machins. Et en vrai, c'est pas terrible. Là, pour le coup, je trouve que on va au-delà du côté de est-ce que le design vous touche pas. C'est juste que ça fait un peu amateur, même dans le style cartoon. Voilà, il y a des problèmes de proportion, il y a des problèmes au niveau de l'ombrage, de machin, etc. On se dit bon, c'est quand même pas acceptable pour une boîte qui a quand même beaucoup d'expérience. Oui. Après, je trouve que dans la proposition de gameplay, il y a des trucs que je trouve malgré tout intéressants dans ce jeu-là, notamment cette idée que vous allez devoir défendre votre village, mais que autour sur la carte, en fait, vous allez avoir différents biomes en fait qui vont avoir chacun leur spécificité, et que en plus de défendre votre village, vous devez à tout prix accomplir certain nombre de quêtes en fonction des personnages que vous incarnez pour pouvoir débloquer des nouveaux pouvoirs et vous rendre plus efficace dans la défense. Donc c'est-à-dire que les vagues d'ennemis augmentent, mais vous aussi vous avez la possibilité, mais vous devez rester pas passif par rapport à ça. Vous devez quand même accomplir des choses, voire prendre des risques, voire communiquer en disant moi je dois accomplir tel objectif, donc toi tu vas devoir assurer de ce côté-là le temps que je l'accomplisse, etc. Donc je trouve que ça crée quelque chose que je trouve relativement intéressant, mais voilà, le problème c'est que les défauts et le fait que ce soit toujours les mêmes, je trouve que ça finit par nuire complètement, ça donne pas envie de laisser sa chance au jeu, alors que je trouve que sur le papier, moi, à titre personnel, il avait tout pour me plaire. Ouais, et puis vous ne l'achèterez pas pour les figurines non plus parce qu'elles sont particulièrement laides et mal sculptées. Ils se sont pas aidés là-dessus. Hein.
Vraiment. Mhm. Voilà. Et en plus, ils ont même pas pu donner un chèque à Rado. Je ne vois pas de phrase. C'est le meilleur jeu de Viking que j'ai jamais Mhm. joué. Donc, Ça dénonce. voilà. Ok, allez, autre nouveauté, toujours sur Kickstarter. Eh bien, figure-toi que c'est le 15e anniversaire de D-Day Dice. C'est pas mal quand même. Donc, D-Day Dice, c'est un jeu sur la Seconde Guerre mondiale, plus spécifiquement sur le débarquement, hein, D-Day, qui se joue avec des dés. Donc, le mec, il a trouvé son titre direct, D-Day Dice, voilà. DDD. Et donc il y a toute une gamme, hein. C'est un jeu qui est très connu, qui marche très bien d'ailleurs sur Kickstarter à chaque fois qu'il sort une boîte. Et là, pour fêter le 15e anniversaire, il sort un énorme bouquin à grosse spirale. Pourquoi à grosse spirale? Parce qu'il y a des nouvelles cartes dessus, il y a des nouvelles missions, donc c'est un petit peu, on va dire, une campagne clin d'œil. Pour les fans, hein, surtout. Enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais pour moi, ça s'adresse plus aux fans de la première heure ou vraiment les joueurs qui suivent la gamme, plutôt que pour attirer de nouveaux joueurs. Oui, bah d'ailleurs ça se voit même en termes de nombre de contributeurs, parce que comme tu le disais, d'habitude, le genre de campagne, on a quand même un nombre de contributeurs qui est bien plus élevé parce que il y a cette possibilité d'offrir une nouvelle porte d'entrée, etc. Là, c'est vraiment la campagne récompense. Après, je pense qu'après 15 ans d'existence de la gamme, ça me choque pas. Voilà. Ça m'aurait choqué effectivement si le jeu était sorti l'année dernière. Là, je trouve que c'est une belle manière de récompenser la fidélité des joueurs et de leur donner l'opportunité de ressortir le jeu des étagères après 15 ans. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt bienvenu, mais ça reste une campagne très modeste. Enfin, dernière nouveauté, toujours sur Kickstarter, c'est un roll and write qui s'appelle Knight, Chevalier. Ouais. Oui, voilà, donc on retrouve un peu tous les poncifs du genre. Voilà, vous allez devoir incarner un personnage et devoir aider votre roi à maintenir son empire à flot, faire des conquêtes, etc. Combattre ses ennemis, gérer le royaume, etc. Donc en fonction du personnage que vous incarnez, vous allez avoir des objectifs qui vont être légèrement différents. Mais ce que je trouve assez intéressant dans ce jeu-là, en plus des dessins que je trouve très jolis, c'est que c'est un roll and write et en plus il y aura une VF. Voilà, si vous êtes en manque d'un petit jeu, que vous avez 10 € sous la main, bah, vous avez la possibilité de récupérer ce jeu. Il y aura une expérience française et je trouve que c'est quand même suffisamment rare pour le souligner. D'ailleurs, il y a le collègue Etrigan hein, qui a fait une petite vidéo de let's play sur le jeu, donc voilà, on vous la recommande. C'est plutôt sympa comme proposition. Allez, fin des nouveautés pour cette semaine. On retrouve les 3 premiers de Kick Parade avec, en 3e position, c'est une entrée, c'est un nouveau jeu, Kabuto Sumo Sakura Slam. Donc c'est la 3e version de Kabuto Sumo. C'est un jeu dans lequel on pousse des meeples en bois, enfin des pions plutôt en bois, sur un plateau un petit peu surélevé. Donc c'est un jeu de stratégie et il va falloir pousser les pions de l'adversaire hors de ce ring hein, finalement. Il en est à 218 000 €, 2473 contributeurs. Il est là pour 10 jours à peu près et ils nous sortent de nouvelles factions parce que l'originalité c'est que chaque faction a un pion en bois différent avec une forme différente, bon la couleur on s'en fiche mais et avec des règles différentes donc sur le plateau ça fait une espèce de medley de pions très très différents avec des gameplays différents et il faut pousser tout le monde hors du ring. C'est un jeu qui est ma foi je trouve assez joli. Oui. Qui a beaucoup de succès. Hein. Voilà, c'est ce qu'ils expliquaient, c'est que le jeu, je crois que c'était presque je crois qu'on en avait parlé dans un des tout premiers Kick Parade, hein, donc c'est un jeu qui nous suit depuis nos débuts, et l'idée c'était de se dire, bah voilà, en gros, il y a beaucoup de gens qui y jouent, et en fait, ça marche bien, le gameplay, on n'a pas de preuve à faire, la seule chose qu'on pourra apporter, bah, c'est de nouveaux personnages avec de nouvelles compétences, etc., etc., donc c'est vraiment une extension qui est basée là-dessus, sur de nouveaux personnages, avec aussi une amélioration du matériel, parce que voilà, qui dit matériel en dur, que vous allez devoir utiliser régulièrement, bah, ça a tendance à s'abîmer, où il y a certains éléments qui finalement on se rend compte que entre le prototype et la version définitive ça marchait pas très bien, donc là je crois que c'était notamment les coins du ring qui avaient tendance à tomber un peu facilement, voilà, donc ils ont rajouté une amélioration aussi du matériel dans cette campagne, et puis bah voilà, hein, l'idée c'est de proposer aux joueurs qui aiment déjà beaucoup le jeu la possibilité d'en avoir encore plus et de tester encore plus de choses, voilà. D'ailleurs donc, tu peux avoir un ring de luxe hein, en bois. Oui, en bois directement, ouais. La prochaine fois, c'est en marbre.
Et une peluche, évidemment. Ah bah évidemment. Évidemment, Ah bah oui, indispensable. la peluche. Deuxième place, eh bien c'est Monty Python sur Baker Kit qui a perdu sa première place. Tiens. Il a dépassé quand même les 200 000 dollars, les 3734 contributeurs. Il y a encore 20 jours pour ce jeu. On en a énormément parlé la semaine dernière, donc si vous voulez vraiment avoir la campagne plus en détail, on vous conseille d'écouter ou de regarder ou les deux, le Kick Parade 138. À noter quand même que on a eu plusieurs commentaires de viewers qui tombaient des nues sur le prix des frais de port du jeu. Alors on l'avait pas dit à haute voix évidemment que c'était absolument scandaleux. Les frais de port, c'est quasiment le prix du jeu. Ce qui est hallucinant, ouais. Mais on avait bien mis quand même le petit smiley qui était pas content dans les infos, dans la barre d'infos en haut à gauche. On avait bien remarqué. Là, on avait quand même quelque chose de particulièrement abusif. Ouais. Et c'est vrai qu'on aurait pu le souligner. Donc vous avez bien fait parce que malgré les réserves qu'on a mis sur le jeu, il y a des gens qui pouvaient être intéressés, qui n'avaient pas forcément fait attention à cet élément-là. Donc si vous voyez ce genre de choses, s'il y a des choses qui vous choquent, en tout cas, on vous encourage à continuer à les noter dans les commentaires parce que voilà, l'objectif c'est que ces vidéos restent participatives, contrairement à certaines campagnes. Mais voilà, que vous aussi vous puissiez partager vos ressentis et puis ou même vos expériences avec les différents jeux. À noter tout de même qu'il s'agit donc d'une réimpression de ce jeu et qu'ils ont déjà battu le nombre de l'objectif voulu sur cette campagne. Et donc du coup ils ont fait un stretch goal, voilà, avec un meeple en forme de tout ce que je devinais être un coq. Encore une fois, moi je reste extrêmement déçu, surtout vraiment sur ce genre de sur l'adaptation de ce film là par le côté vraiment cheap du matériel, quoi. C'est là faut vraiment être fan des Monty Python pour mettre de l'argent là-dedans, quoi. Ouais, même moi qui suis fan, j'avais acheté l'édition avec le Blu-ray avec la petite catapulte où tu pouvais jeter des animaux, tu vois, c'est pour te dire le truc. Mais là, voilà, il y a un moment où pas se moquer, faut pas se foutre de la gueule du monde et là je trouve que c'est vraiment abusé. Bon, et pourtant il est deuxième. Alors, du coup, on a un nouveau numéro uno de Kick Parade. C'est c'est une entrée en plus. Donc oui. Carton pour Conan de Monolith Games, donc société française. 511 700 €, donc un demi-million d'euros en quelques jours. Il est arrivé en 2 jours d'ailleurs. 3 jours, on va dire 3 jours. 3881 contributeurs et c'est une campagne courte puisqu'il ne reste déjà plus que 10 jours, enfin un peu moins même quand vous écouterez cette émission. Donc voilà, donc c'est la nouvelle mouture de Conan, donc qui est un jeu d'aventure, de figurines, un peu à la manière d'un dungeon crawler, on va dire. Dans l'univers de... c'est Robert E. Howard ? Ouais, c'est ça. Donc qui est aussi l'auteur de Solomon Kane. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si Monolith a racheté les droits de Solomon Kane à Mythic Games. Peut-être qu'ils feront des choses aussi sur Solomon Kane dans l'avenir. En tout cas, là, c'est Conan. Alors Conan, ça fait un certain temps qu'ils avaient fait la première campagne. C'est un assez vieux jeu, finalement, entre guillemets. Il est de 2016, la première campagne. Enfin, le jeu est sorti en 2016, de tout premier. Il y avait eu pas mal de problèmes à l'époque. De livraison, d'errata, ils en avaient chié, quoi. Ils en avaient chié avec Conan, mais ça n'a pas empêché la communauté de s'accrocher au jeu. Monolith avait fait un gros boulot pour accompagner le jeu sur leur site, en proposant de nouveaux scénarios, des variations de règles, des errata. Enfin, ils ont vraiment bossé le titre. Ils n'ont pas abandonné le titre. Au contraire, ils ont fait quelques campagnes d'extension. Et donc voilà, donc nous sommes en 2024 et ils reproposent suite de Conan. Bon, alors c'est vrai que l'univers de Conan est tellement incroyable, tu peux en faire des extensions, il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce qu'ils nous proposent dans cette campagne, Monolith ? En fait, ce sont surtout des nouvelles aventures, puisqu'en fait, Monolith, ça fait un petit moment qu'ils ont installé un gameplay en fait qui est qu'on retrouve, qui est un peu similaire dans la plupart de leurs jeux. En fait, les bases sont strictement les mêmes, au point où ils avaient même essayé de proposer un système de core system avec l'idée de pouvoir mélanger les différents jeux, etc. Malheureusement, la proposition était un peu confuse et ça n'avait pas totalement pris. En tout cas, ils ont fait des preuves là-dessus. C'est assez à l'ancienne dans l'idée, c'est-à-dire que vous avez on va dire
dire, 2 teams de joueurs qui s'affrontent, un qui joue les gentils, l'autre qui joue les méchants. Et puis en fait, voilà, vous allez devoir composer avec ça. Sachant que là, ils ont décidé de proposer aussi un mode solo et un mode coopératif, ce qui était déjà le cas depuis un petit moment, Oui. mais qui passe obligatoirement par une application. Voilà. Mm. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le maître de jeu est remplacé par une application. Mais c'est vraiment quelque chose qu'ils aimaient à la base. On avait vu qu'ils ont fait ça aussi dans Batman, ils ont fait ça aussi dans Claustrophobia à l'époque. Cette idée d'affrontement entre maître de jeu et joueur. La Donc grosse voilà, là, nouveauté il y a aussi, des... c'est qu'il y a un mode versus. On peut jouer l'un contre l'autre. C'était pas le cas avant. Ouais. Donc ça fait partie des grosses nouveautés de la campagne. Bon, évidemment, comme tu l'as dit, il y a une boîte de nouveaux scénarios. Il y a une petite boîte avec des figurines de Frank Frazetta. Et ça, c'est cool. Moi, j'aime bien Frank Frazetta, donc un célèbre illustrateur qui est un peu moins connu maintenant, mais qui était vraiment une sommité dans les années 70 et 80 et qui a notamment énormément travaillé sur Conan. On lui doit quand même quelques illustrations iconiques de Conan. Et donc là, il propose une petite boîte avec deux figurines. Enfin, c'est des héros d'ailleurs. Il y a un petit scénario qui va avec. Et ça, je trouve que c'est un petit clin d'œil sympathique. Voilà, donc vous pouvez évidemment commander les versions antérieures de Conan dans cette campagne pour un prix. Voilà, faut quand même débourser, mais je trouve que les prix sur cette campagne sont quand même assez raisonnables. Donc si vous êtes nouveau joueur, hein, évidemment, il y a la possibilité de reprendre la totale. Oui, bah, de toute façon, Monolith, il s'était toujours un peu illustré par cette qualité du matériel par rapport au prix demandé. Donc là-dessus, il y a rien à prouver. En plus, je trouve que, on parlait de Mythic Game tout à l'heure, mais eux ont décidé, suite à quelques échecs aussi, de se montrer assez raisonnables sur la manière de gérer leur production, puisque effectivement, leur dernière campagne a daté quand même de janvier dernier. Donc voilà, ça commence à... Enfin voilà, ils prennent le temps de bien développer, etc. Puis voilà, Conan, ça fait les preuves. Il suffit de voir d'ailleurs que sur SeaWorld, je crois que ça reste Enfin, il est souvent en top forum de discussion des joueurs, etc. Il y a une énorme communauté de fans sur le jeu Conan. C'est assez fou, ouais. C'est assez fou. Bon, après, l'univers est là aussi. Hein. Je veux dire, Conan... Bien sûr, clairement. Mais des fois, on l'a vu, hein, un univers, ça suffit pas à faire un bon jeu. Et là, ils ont particulièrement réussi. Et puis, ils ont cette manière de faire dans le design de leur jeu, alors qui plaît pas à tout le monde, mais moi, que je trouve plutôt sympa. Ce côté plateau de joueurs extrêmement épuré, qui reprennent vraiment ces codes très blancs, très épurés. On va vraiment à l'essentiel, etc. On quitte à créer peut-être des fois parfois une certaine dissonance, ce qui peut être assez perturbant, mais comme là il y a toutes les illustrations, etc., ce qui reste dans une seule et même thématique, je trouve que ça marche, enfin la proposition marche vraiment bien. Ouais, ça donne envie. D'ailleurs, j'aimerais bien essayer un jour Conan, je l'ai jamais essayé. J'ai essayé leur Batman là, qui était chouette. Bah voilà, donc Conan by Monolith, Red Nails Expansion and Versus Mode, c'est le numéro 1 de Kick Parade cette semaine, et on les félicite, et j'aime bien. Parce que, autre chose que j'aime bien, c'est qu'ils sont très très honnêtes sur le palier d'engagement. Que eux, ils demandent 200 000 € pour faire le jeu. Et ça, c'est très honnête. Hein. Ça change des autres éditeurs qui vous disent que leur jeu est financé avec 15 000 €. Et là, je pense que tu vois, on a un prix à peu près raisonnable. Voilà, raisonnable et réaliste de ce qu'un jeu comme ça coûte à la production. 200 000 €. Sachant que c'est peut-être un peu plus, un peu moins, j'en sais rien. Il faudrait leur demander. En tout cas, c'est au moins 200 000 € pour produire un jeu comme Conan. Voilà, donc ça donne une échelle. On avait vu des développeurs qui assumaient clairement, et je comprends cette idée de dire en fait plus vite tu peux mettre que le jeu est financé, plus ça va créer une espèce d'appel d'air où il y a de plus en plus de gens qui vont venir. C'est quelque chose qu'on entend complètement, mais c'est casse-gueule en fait. C'est une mauvaise habitude. Et heureusement qu'il y a des boîtes comme Monolith pour prouver que tu peux donner les vrais chiffres et être honnête et quand même bien marcher. Voilà. Après, pour être tout à fait honnête, Monolith ils sont quand même bien installés. Là, c'est une licence aussi qui a fait ses preuves, etc. Enfin, on n'est pas sur un petit développeur qui lance un premier joueur. Bien sûr. Ça fait partie de leur titre phare, évidemment. Ok. Mais bon, en tout cas, ils n'ont pas les yeux plus gros que le ventre, et ça, c'est toujours appréciable. Non, c'est bien. Ouais, c'est une boîte assez saine, Monolith, ça c'est clair. Bon bah voilà, merci de nous avoir suivis, des pouces bleus si ça vous plaît bien sûr, ça aide énormément pour l'algorithme infernal de YouTube. Commentez les jeux que nous avons présentés. Est-ce que vous allez pledger Conan? Il y a sûrement des joueurs de Conan qui nous écoutent, donc n'hésitez pas à faire des retours pour les camarades qui seraient intéressés. Et puis on se dit à la semaine prochaine, Swan. Eh bien oui, la semaine prochaine, ça y est, c'est reparti. On va reprendre notre rythme de croisière. Donc on espère vous retrouver nombreux en ce début d'année 2024. À la semaine prochaine.
Ciao.